Depuis l'époque des derniers jeux Danganronpa principaux, à savoir New Danganronpa V3 Killing Harmony, Spike Chunsoft est resté assez éloigné de la licence, notamment avec le départ de Kodaka de Spike Chunsoft. Mais depuis 2022, Spike a annoncé un jeu qui n'est pas un Danganronpa, mais qui, de par son style, son histoire, son gameplay et de ce qu'on a pu en voir, se place dans une ligne assez similaire. Master Detective Archive Raincode. Sortie prévue fin juin, et on y jouera ensemble en live sur Twitch. Depuis la première annonce de ce jeu, je suis l'évolution du projet d'assez loin. Mais plus on se rapproche de la date de sortie, plus je pense qu'il est essentiel que je me penche dessus. Tout comme pour certains fangames Danganronpa, je préfère pour Raincode vous faire une vidéo avant de découvrir le jeu. Pour la simple et bonne raison que je sens que faire des théories pendant son gameplay n'aura pas vraiment grand intérêt. Bonsoir, bienvenue pour ce 109e Theory Time. Ce soir, je vous propose de vous pencher sur 3 théories autour de l'univers de Raincode. Même si non, on ne parlera pas d'un possible lien entre cette licence et le canon de la licence Danganronpa. C'est parti. Pour commencer, je vous propose de se remettre un petit peu dans le contexte. Master Detective Archive Raincode, ou en japonais Shotantei Jikenborei no Kodo, que nous avions pu voir originalement nommé Enigma Archive Raincode. C'est donc un jeu de Spike Chunsoft, mais réalisé en collaboration avec le studio Tokyo Games, où travaille actuellement Kazutaka Kodaka. Ce jeu sortira le 30 juin 2023 sur Nintendo Switch. Et c'est bien que je mentionne ce point parce que justement, à partir du 30 juin... Non, le 30 juin il se passe rien du tout. Alors je vous explique, à la base, je voulais commencer à vous live Raincode dès le 30 juin. Sauf qu'il y a un tout petit problème, moi le 30 juin je suis à Mulhouse, donc ça va pas le faire les gars. Qui plus est, je ne reçois même pas Raincode le 30 en fait, donc ça va pas être possible. Je commencerai à live Raincode dès le 10 juillet, mais le 10 juillet je suis pas là, du coup je commencerai à live Raincode en fait que le 3 juillet, si je le reçois avant. Je crois que je le reçois le 5, donc ça va être tendu un peu les lives de Raincode, mais vous inquiétez pas, il y en aura, je vous redis ça, je mettrai en planning à jour. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez me suivre directement sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description, ou rejoindre mon serveur Discord où je posterai mon planning. Et pour parler assez rapidement du jeu en lui-même, dans Master Detective Archive Raincode, nous allons incarner Yuma Kokoed, un jeune apprenti détective amnésique, qui, en plus de ne pas avoir de chance, va également être hanté par un esprit, Shinigami. Yuma, en plus de tout ça, va évoluer dans un monde assez particulier, dans une ville du nom de Kanai Ward, la ville de la pluie éternelle. Cette dernière étant sous le contrôle d'une entreprise nommée Amaterasu Corporation. Mais c'est surtout une ville qui est proie à énormément de mystères non résolus. Et dans Raincode, on devra résoudre des mystères, et aider la population, puisqu'une entreprise n'a pas vocation à le faire. Pour résoudre ces mystères, pas de panique, nous pourrons être épaulés par les Master Detectives et leur aptitude criminalistique. Pour information, Yuma est un apprenti Master Detective et ne possède pas d'aptitude criminalistique. Mais surtout, nous pourrons nous rendre dans le labyrinthe des mystères, un lieu auquel nous accédons grâce à Shinigami, et qui nous permettra de résoudre une bonne fois pour toutes chaque mystère que l'histoire va nous présenter. C'est grosso modo les informations qu'on a. J'aurais pu vous présenter les Master Detectives, j'aurais pu vous présenter des membres de la Amaterasu Corporation, j'aurais pu également vous parler des pacifieurs de la Amaterasu Corporation. Mais je pense que ce sont des infos que vous aimerez découvrir par vous-même. Maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, passons à la première théorie. C'est les méchants. C'est évident que la Amaterasu Corporation sont les antagonistes de cette histoire. Il y a clairement pas photo, mais comment? Quel rôle peuvent-ils jouer? Et pourquoi? Commençons par une information triviale, si vous vous opposez à la Amaterasu Corporation à Kanai Ward, c'est ciao. Et également vous risquez d'avoir pas mal de problèmes avec la police, aka les pacifieurs d'Amaterasu. Ça paraît logique, mais je vous propose de vraiment commencer par d'abord décortiquer le nom. Amaterasu Corporation. Amaterasu, c'est le nom de la déesse du soleil dans la religion shintoïste, et c'est également l'ancêtre des empereurs du Japon. Bon, quand on sait comment la religion shintoïste a été utilisée politiquement par l'empire japonais, c'est marrant, mais c'est pas le sujet. Les choses qui peuvent être importantes à relever selon moi, c'est l'utilisation du terme Amaterasu dans la pop culture japonaise. Et je vais précisément me servir de mon 182e épisode d'Anime Time sur Fire Force pour pouvoir démontrer mon point. Je préviens, je vais totalement spoiler Fire Force. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à skipper. Dans Fire Force, Amaterasu, c'est le nom de ce gros truc là. En gros, c'est une sorte de réacteur nucléaire. Ce qui permet à l'humanité dans Fire Force, non seulement de se développer, de continuer à survivre, mais surtout, lui a permis de se remettre sur pied à une époque bien plus sombre. Mais l'existence claire de ce réacteur, et de tout le bordel autour de la fameuse combustion spontanée, ça nous intéresserait si on avait vraiment quelque chose à foutre de Fire Force ici. On a l'information qu'on voulait. Amaterasu, c'est la déesse du soleil, et comme c'est montré dans Fire Force, c'est lié au
développement de la société et à la remise sur pied de l'humanité. Alors justement, pourquoi j'ai choisi comme exemple Fire Force? Eh bien, c'est parce que Fire Force se base sur un univers dystopique. En quoi Rain Code est dystopique, vous me direz? En dehors des graphismes, on peut parler du simple fait que Kanai Ward soit géré par une entreprise privée. Vous en connaissez, vous, des villes gérées par des entreprises en dehors des dystopies? Et si vous me sortez Towa City, on peut reparler du scénario de Danganronpa à nos épisodes Ultra Despair Girls. C'est la définition même de la dystopie, ce jeu. Pour moi, on tient la base. Amaterasu Corporation a permis à minima à Kanai Ward de continuer d'exister et de se développer, ainsi que d'exister en tant que lieu pour une société humaine. Ça, c'est pour son rôle actuel, mais ça ne répond pas à la question de base, à savoir le fait qu'ils agissent comme des antagonistes. Et surtout, ça n'explique pas pourquoi les Master Detectives ont la Amaterasu Corporation dans les pattes. Eh bien, pour l'expliquer, je vous propose d'avancer dans cette vidéo en passant à la deuxième théorie. Ce qui caractérise initialement un Master Detective, ce n'est pas son talent, ni son intégrité, ni son absence de lien avec une organisation capitaliste maléfique. Ce qui les caractérise, ce sont leurs aptitudes criminalistiques. Une aptitude criminalistique est un pouvoir un peu particulier, qui permet à ces derniers d'obtenir des indices qu'un détective lambda n'aurait pas pu trouver sans des heures d'investigation. Kyoko Kirigiri en sueur. Par exemple, Vivia Twilight possède la projection astrale. Le type sort de son corps normal. Desuiko Thunderbolt peut modeler sa voix, son apparence et tout ce qui en suit. Alara Nightmare, elle possède Retrocognition, une habilité qui lui permet de voir la scène de crime exactement comme l'a vu la première personne qui l'a découverte. Et vous savez quelle est l'aptitude criminalistique de Yuma Kokoed? Il n'en a pas. Yuma est un apprenti Master Detective, je vous l'ai dit avant, mais il ne possède pas d'aptitude criminalistique et vous voulez me faire croire que c'est un hasard. Vous me direz, il a bien Shinigami à ses côtés, mais il faudrait que quelqu'un puisse croire au pouvoir de cet agent du désespoir en puissance. Je sais pas pour le coup comment formuler la question, mais est-ce normal que Yuma Kokoed soit exempt de la possibilité de posséder une aptitude criminalistique? Ou est-ce normal que l'ensemble des Master Detectives en possèdent une? Ce que je veux dire précisément, c'est qu'en dehors du fait que ça soit un fait connu par l'ensemble des Master Detectives, et de tout le monde au final, est-ce une résultante naturelle ou artificielle? Peut-on considérer que les Master Detectives ne sont pas nés avec cette habilité, mais qu'ils l'ont développée? S'ils l'ont développée durant leur vie, la question se pose de savoir si c'est aussi possiblement le cas pour Yuma. Est-il présent aux côtés de Shinigami parce qu'il a le potentiel de développer une aptitude criminalistique? Je pense à titre personnel que Shinigami et aptitude criminalistique sont bel et bien liés. Pas forcément de cette manière, mais ce serait une possibilité. Seul bémol, ça veut dire que soit Shinigami directement, soit d'autres agents infiltrés du désespoir ont eu un contact avec l'ensemble des Master Detectives à un moment de leur vie. Donc, ils devraient croire à l'habilité de cette dernière. Par y croire, c'est croire au fait que Yuma puisse entrer dans le labyrinthe des mystères et tout le tintouin. Et non pas qu'ils savent qui est Shinigami, puisque seul Yuma peut la voir. Vous voyez le problème? Il y a un point qui n'est pas explicable de cette manière. Par contre, je vous parlais tout à l'heure du possible rôle de la Amaterasu Corporation. Est-ce que ça a un lien avec les aptitudes criminalistiques des Master Detectives? Je pense à titre personnel que c'est possible. On pourrait par exemple considérer que c'est la résultante d'expériences qu'ils ont menées. Et par résultante, j'entends bien évidemment résultante indirecte. Si c'est une résultante directe, c'est probablement bien plus complexe à expliquer, puisqu'il faudrait trouver un lien direct entre les Master Detectives et la Amaterasu Corporation. Mais dans les deux cas, et surtout dans le cas d'une résultante directe d'expérience cette fois, est-ce possible que de facto, la Amaterasu Corporation soit liée à l'ensemble des meurtres? Les expériences qui, sur certains, auraient créé des êtres avec la capacité de résoudre des crimes, auraient-elles aussi la possibilité de créer des êtres capables de commettre des crimes de la même manière? C'est une grande question, mais je vous laisserai méditer là-dessus. Pendant ce temps, passons enfin à la troisième et dernière théorie de cette vidéo. Oui, vous vous doutez bien qu'on parle de Kodaka, donc d'un mec qui a lancé l'intrigue d'une licence comme Danganronpa par la fenêtre, sans demander pardon, et en plus j'ai kiffé. Je ne peux pas croire qu'une personne décrite comme une déesse de la mort, qui hante n'importe quel fuckboy sans aucune raison que l'on peut savoir pour l'instant, le tout écrit par Kazutaka fucking Kodaka himself, soit un hasard. De facto, laissez-moi vous exposer une théorie, une idée, une conjecture sur son identité. C'est Junko Enoshima. Non mais attendez, c'est très sérieux. Vous voyez Yuma Kokoed? Bah si on prend les lettres contenues dans Makoto Naegi et dans Kyoko Kirigiri, à savoir ses deux parents, on obtient toutes les lettres pour écrire Yuma Kokoed, à l'exception du H et du D, qui sont comme par hasard les premières lettres des mots Hope et Despair. Despair comme l'ultime désespoir, Junko Enoshima. Mais Junko est morte. Mais venons de quelqu'un qui a fait tuer 2000 personnes en même temps, c'est pas une simple meuf morte.
c'est littéralement une déesse de la mort à ce niveau-là. Puis on se rappelle qu'elle avait l'air de regarder tout ce qui se passait dans Danganronpa 3 depuis l'au-delà et avec Chisa Yukizome, en plus dans une salle de théâtre avec du popcorn. Ne me dites pas qu'un mort normal peut faire ça, c'est pas logique. Et surtout c'est pas fini, son chara design veut tout dire. Comme par hasard elle a la même couleur de cheveux, elle apparaît sous deux formes, comme dans Danganronpa Trigger Happy Havoc où Junko joue Monokuma. Bon, maintenant qu'on a fini de rire, on va pouvoir discuter un peu sérieusement. Oui, je suis sûr qu'il y a une douille avec Shinigami, la question c'est laquelle. Non, parce qu'en dehors de sa ressemblance frappante avec Junko et par le fait que oh mon dieu c'est Chiaki, c'est pas normal qu'on ait aussi peu d'explications sur elle. Donc reprenons des faits et précisément ces deux-là. Personne ne croit à l'habilité de Shinigami, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et Shinigami s'est associé à Yuma. Pourquoi je soulève ces deux points, me direz-vous? Eh bien déjà parce que c'est en lien avec ma deuxième théorie. Tout à l'heure je mentionnais ce fait pour expliquer que le lien entre Shinigami et aptitude criminalistique ne pouvait pas être le fait qu'elle les cause. De plus, j'ai rappelé que c'était une agente du désespoir. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est My Man Kodaka himself. L'idée derrière Shinigami était de fusionner la mascotte, la partenaire d'enquête et le personnage principal féminin en un seul et unique personnage. Et si Monokuma était votre partenaire privilégié au lieu d'être votre ennemi? Shinigami est une fauteuse de troubles. Elle a passé des siècles à posséder des détectives et maintenant, elle dit qu'elle pourra faire de Yuma un détective respectable. Mais le bon sens humain, elle s'en carre le cul. Et Yuma est juste la victime de ses bouffonneries loufoques. Et My Man Kodaka himself vient de dire plusieurs choses intéressantes. Notamment que c'est bien une agente du désespoir, pensée et écrite comme telle. Mais surtout qu'elle a déjà possédé des détectives. Possédé, pas hanté. Elle hante Yuma, et c'est bien ce qui fait la différence ici. Et ce qui va également dans le sens de ma théorie précédente. En hantant Yuma, elle met donc son pouvoir à son service. Pouvoir qui, il faut le dire, ressemble d'une certaine manière à une aptitude criminalistique. Oui, je pose la question d'emblée. Est-il possible que Shinigami soit en réalité un master détective? Pas forcément par le fait qu'elle en ait été une durant sa vie d'humaine, si elle en a eu une, mais de par ses multiples possessions. Autre question à poser, est-ce qu'elle ne peut emmener que Yuma dans le labyrinthe des mystères? Et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est lui qu'elle hante? Ou bien est-ce que c'est parce que dans les gens à potentiellement emmener dans le labyrinthe des mystères, il y a les masters détectives? Eh bien personnellement, je pense que si on part de ce postulat, c'est bien parce que Yuma ne possède pas d'aptitude criminalistique. En l'absence d'une aptitude, bien que son statut de détective ne soit pas remis en cause dû à ses parents, peut-être que c'est pour ça que Shinigami l'hante, lui. Maintenant la question c'est de savoir si Yuma peut bel et bien posséder une aptitude criminalistique. Ou est-ce qu'il n'en possède pas déjà une? Une qu'il aurait oublié. Je vous rappelle que Yuma est amnésique. Il sait qu'il avait quelque chose à faire avec les masters détectives, mais il ne sait pas quoi. Peut-être que Yuma a lui-même été victime des expériences de la Amaterasu Corporation, comme précisé dans ma théorie précédente. Ou alors, sans considérer que la Amaterasu Corporation soit responsable des aptitudes criminalistiques. Son amnésie est peut-être bien due à leur méthode. Et justement, peut-être qu'à l'instar de Kyoko Kirigiri dans Danganronpa Trigger Happy Havoc, le laisser savoir et utiliser son aptitude criminalistique est le vrai problème que la Amaterasu Corporation cherche à tout prix à éviter. Voilà ce qui conclut ce 109e Theory Time sur Master Detective Archive Raincode. J'espère que ça vous aura plu. Vu le temps avant la sortie de Raincode, je ne ferai pas d'autres vidéos dessus. Mais ça m'a fait plaisir de pouvoir au moins me pencher une fois sur cette licence. Comme j'ai suivi toutes les informations sur ce jeu d'assez loin, pour vous écrire cette vidéo, je me suis en partie basé sur des analyses et théories qui existent sur le subreddit de Raincode. Je vous laisse les liens dans la description si vous voulez aller voir ça par vous-même. Maintenant que j'ai enfin pu sortir cette vidéo, on va pouvoir se concentrer sur un très gros poisson ce mois-ci. Si vous me suivez sur Twitch, vous savez déjà. Sinon, il faudra attendre la fin du mois pour le savoir. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos théories à propos de Raincode dans les commentaires, j'ai très envie de lire tout ça. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain Theory Time. Ciao.